elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Chloé Delhomme. On essaye vraiment de plus dire connasse. Je crois que c'est important, un peu comme les homos qui se battent pour qu'on dise plus enculé comme une insulte. Je pense que connasse, c'est pareil, il faut vraiment faire attention. Sororité, comme ce mot peine à s'imposer. Les gens grimacent parfois quand je le prononce en public. Il y en a qui vous disent qu'il n'existe pas. On dit fraternité, le masculin est neutre, pas besoin d'inventer. D'ailleurs, quand je l'écris sur mon clavier d'ordi, il dit sonorité. Ce qui n'est pas sans ironie me concernant. Quelle sonorité aurait la sororité ? Des rires de femmes, des pas qui font crisser les branches, des éclaboussures d'eau, des sanglots suivis de caresses, de la musique soul, des vers qui teintent, des mots simples comme je t'écoute, je te crois, c'est pas de ta faute. On entendrait peut-être aussi des bribes du générique de La Poudre. Ce lieu, je l'ai créé au nom de la sororité. C'était la décision consciente d'être désormais intimement et publiquement dans la team meuf. De faire de mes auditrices comme de mes invitées des sœurs, parce qu'elles sont femmes. C'est arbitraire, je sais. Un peu naïf aussi. Il y a des femmes méchantes, des femmes de la team mec, des femmes qui trahissent, des femmes pas du tout féministes. Ça n'a rien d'évident, la sororité. Faut prendre sur soi parfois, mais je propose qu'on essaie. Si on se soutenait toutes, si on se faisait plus mal, si on se mettait toujours à la place de celle d'en face, puisque la société nous barre la route, si nous, pour compenser, on se tendait toute la main, imaginez comme tout changerait. Imaginez 2 secondes le pouvoir qu'on aurait. Avec Chloé Delhomme, on a parlé d'uxoricide, de sorcières, et de sororité. Chloé Delhomme, vous êtes écrivaine. Vous venez de publier Mes bien chères sœurs, un texte court et puissant dans lequel vous mettez des mots très attendus sur l'ère qu'on vit en tant que femme, en tant que féministe, en tant qu'homme aussi d'ailleurs. Une ère qu'on pourrait qualifier, même si c'est moche, d'ère post-MeToo. Merci pour ces mots. Vous êtes une sacrée travailleuse, Chloé Delhomme. Franchement, en préparant l'émission, j'ai paniqué en découvrant votre bibliographie complète, pas loin de 30 romans, pièces de théâtre et essais. Et puis en creusant, j'ai compris qu'en réalité, vous dérouliez depuis toujours le fil d'un même roman. Un roman dont l'héroïne s'appelle Chloé Delhomme, personnage de fiction. Nous allons en parler. Vous savez, La Poudre a un slogan secret. Un mot qu'on écrit dans le dos de nos t-shirts et qui se murmure parfois au détour des interviews. Ce mot, c'est « boum ». Vous appelez de vos voeux un badaboum, qui m'a réjoui. Si toutes les femmes se mettaient toutes à faire badaboum à chaque remarque ou acte sexiste, ça ferait vraiment trembler la terre. Est-ce que vous voulez qu'on commence par un appel solennel à le faire vraiment ? Un appel solennel à ce que tout le monde fasse badaboum en cas d'injure sexiste ou de propos déplacés, oui, il faudrait le faire. Ça serait plus fort qu'un hashtag si c'était IRL, ouais. Dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, ça serait super. Et puis ça marche, moi je l'ai tenté. Alors, quand on est 2, c'est bien. Toute seule, c'est un peu délicat. Je n'ai pas fait mouche quand j'ai tenté toute seule. Mais à 2 et 3, c'est génial. Ça devient une sorte de jeu qui désamorce vraiment, qui neutralise en fait. Parce que je pense que le frontal agressif est pas du tout efficace. Il y a une dimension humour et satire dans ce mot qui est très présente dans votre écriture aussi. Oui, et puis je pense que c'est une sorte de possibilité de désamorçage
Et puis aussi parce que j'aime bien faire des blagues dans la vraie vie. Bon, on va le tenter. Alors, appel solennel, dès qu'il y a un mot sexiste, auditrice de la poudre, allez-y. Badaboum, tout en cœur. Badaboum. Badaboum. Il y a dans ce livre un optimisme assez réjouissant face à cette 4e vague féministe. Vous la désignez comme telle, vous la faites commencer en 2010. Pour vous, c'est vraiment l'ère du féminisme 2.0, celui qui s'est emparé des réseaux sociaux, celui qui permet à Madame Tout-le-Monde de parler. Vous dites que d'ici 10 ans, ça sera plié, tout sera modifié, la société sera vraiment métamorphosée. Moi, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'en France, pour l'instant, aucun port n'est tombé. Est-ce que vous croyez que la révolution féministe, c'est vraiment pour maintenant ? Alors, je pense que ça. Alors, je m'appuie aussi sur le fait que le mariage homosexuel a vraiment, pour les homosexuels, a vraiment modifié les mœurs très rapidement. Même si évidemment, on a toujours des agressions homophobes et que ça persiste, mais ça a quand même vraiment bien bougé. Et je pense que ça risque de bouger un peu pareil. Donc, c'est vrai que c'est très optimiste, mais aucun port est tombé. C'est pas tout à fait vrai. Je pense à la Ligue du LOL que moi j'avais pas vu venir. Je pensais que les trentenaires étaient pas à ce point concernés par la porquitude, mais les rédactions, ça a bougé chez les journalistes. Chez Vice, il y a eu aussi un peu de ménage de fer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture, un vrai ras-le-bol, une vraie solidarité, un vrai mouvement de masse, et qui fait que les femmes et leurs alliés, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont tombés de l'armoire aussi quand MeToo est arrivé. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est pas une démarche misandre, toute cette affaire. Et du coup, je pense que oui, on est sur la bonne pente. Il y a une question de génération aussi. Il y a une question de génération, c'est-à-dire que ceux qui ont les vieux slips, en gros, quoi. Ils sont ils sont à la retraite, tout ça en prend le chemin. On a culturellement l'héritage de ce côté 68 qui pouvait avoir de particulier sur les femmes, avec cette obligation de libéralisation et de rapport aussi à la main sur la cuisse. Enfin, je crois que il y a quand même, avec le changement générationnel, une amélioration possible. En tout cas, vous lire, ça donne vraiment de l'espoir, et on se dit, mais elle a raison, c'est maintenant le changement. Alors, Chloé Delhomme, comme vous le savez peut-être, dans cette émission, on rembobine un peu pour comprendre comment les parcours se sont déroulés. Vous avez passé une partie de votre enfance à Beyrouth. Oui. C'était comment de grandir à Beyrouth ? Je suis partie à 5 ans parce qu'on s'est pris une bombe sur l'immeuble, donc il fallait partir parce qu'on n'avait plus de maison. C'est des souvenirs très très flous. Comme j'ai 5 ans, c'est souvenirs plutôt violents, plutôt de guerre en fait, du bruit des bombardements, du franc-tireur sur le toit d'en face. C'est pas vraiment des souvenirs ni des odeurs, des trucs joyeux. C'est vraiment lié à la guerre. Et vous avez des souvenirs de votre retour en France à l'âge de 5 ans ? On est rentré en bateau, ça je m'en souviens. Et du coup, on était en cité, on s'est retrouvés dans une cité où habitaient mes grands-parents. Donc c'est un peu flou aussi, et pas très joyeux non plus, en fait. J'ai pas beaucoup de souvenirs joyeux de l'enfance, ça commence à l'adolescence, la joie. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Comme à une adulte. Ma mère était pas contente, je pense, d'avoir un enfant à gérer, donc très très tôt, il fallait que je m'exprime comme une adulte. Enfin, je pouvais pas parler avec des petits mots d'enfant. J'étais reprise pour faire des phrases convenables. Enfin, convenables, voilà, le lapsus est correct. Mais d'ailleurs, c'est votre maman qui vous a transmis l'amour de l'écriture, qui vous a même appris l'art de l'alexandrin. Oui, ma mère, quand j'étais petite, je l'ai perdue, j'avais 9 ans et demi, donc ça s'est passé avant. Le mercredi, elle était prof, donc elle avait des copies à corriger, j'étais dans ses pattes. Je savais pas dessiner, j'étais nulle en pâte à modeler, j'étais pas très autonome, donc elle a décidé de me faire apprendre la poésie et la métrique. Donc c'était alors, ce mercredi, on va faire les octosyllabes, allez hop. Et donc du coup, j'ai appris la métrique, et j'ai un rapport très amoureux, très très attaché à l'alexandrin ou à la versification en général. D'ailleurs, c'est surprenant quand on vous lit. Enfin, c'est bourré d'alexandrin en fait. Votre prose, elle est complètement poétique. Et il y a plein de vers blancs, oui, mais ça vient tout seul en fait. C'est ma langue naturelle et avec de la métrique dedans. Et de la rime interne. Ouais. C'est une prose qu'on a envie de lire tout haut. Moi, je passe toutes mes phrases au gueuloir.
à la méthode Flaubert. Si ça passe pas à l'oral, c'est que la phrase, elle est moche et qu'elle est bancale. Donc tous les livres, ils sont passés à l'oral et souvent pour certains livres un peu difficiles, je pense au Cri du Sablier entre autres, j'ai des lectrices qui m'ont fait des retours en m'expliquant qu'au début elles avaient du mal et puis une fois qu'elles se sont mises à lire le livre à haute voix, elles sont rentrées dedans sans souci. Donc je pense qu'il y a un rapport à l'oralité qui est très très fort. Vous parlez du Cri du Sablier, qui est un des premiers romans, je crois le deuxième que vous avez publié. C'est un roman qui parle d'un drame de votre enfance qui hante tout votre travail, sur lequel vous revenez également dans Mes bien chères sœurs, qui est donc un uxoricide, Oui. le mot que vous réhabilitez aussi dans votre livre. Votre père tue votre mère quand vous avez 10 ans, puis se donne la mort. Vous parlez souvent de cet événement, vous l'avez écrit, donc j'imagine que c'est pas pour le redire tout le temps, mais je me posais la question de est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez survécu ensuite, ce qui vous a permis de survivre à ça? Ce qui m'a permis de survivre, je pense que c'est la lecture. Enfin, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, j'ai une perte de parole, j'ai fait de l'aphasie pendant 9 mois, j'ai pu parler après, et j'ai aucun souvenir très vif de l'école, de tout ça. Par contre, je me souviens de la lecture. C'était des textes qui n'étaient pas pour mon âge, des textes d'adultes, de la bibliothèque de ma mère. Je pense à Rimbaud, à Racine, entre autres. J'étais beaucoup trop petite pour tout saisir, mais je me réfugiais beaucoup dans les livres de ma mère après sa mort. C'est ça qui... La lecture m'a vraiment permis de... C'est pas seulement de m'échapper, mais de me reconstruire, quoi. Parce que même ce qui a suivi a été aussi difficile. Oui, j'ai été après confiée à un oncle et une tante, ma tante maternelle, où moi je suis à moitié libanaise, donc mon père était libanais et c'était une famille qui votait FN, donc elle a pas rangé sa chambre parce qu'elle est à 50% arabe, ce genre enfin j'étais chez d'autres genres de Maboule, on va dire, complètement basé sur le rangement, et puis aussi où la femme était très soumise, vraiment très très soumise. On était dans enfin le couple était vraiment avec l'homme tout puissant qui se fait servir et qui donne les ordres et ma tante qui fait vraiment le ménage, la cuisine, qui s'occupe et qui est là pour lui faire plaisir, pour son bon vouloir. Ouais. Ça m'a construit aussi en creux, mais ça m'a construit pas mal. Il y a des interpellations que vous avez reçues à cette période-là qu'on retrouve dans le livre. C'est très puissant. On sent aussi qu'il y a une façon de s'adresser à vous qui était très particulière à ce moment-là. Souvent à la troisième personne, Ouais. déjà. Ouais. Et puis souvent enfin, moi je partais en claquant les portes, donc il y avait toujours, elle aime tout détruire, elle ne sait faire que ça. Enfin, Ouais. Mais je pense que j'étais une ado pénible aussi. Avec le recul, je crois que j'étais gothique, je pensais qu'à me suicider et à fumer des joints. Je crois que j'étais un peu chiante, malgré tout. Chloé Delhomme, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue? Je crois que je le suis devenue, mais très tôt. C'est-à-dire que, pour rebondir sur l'oncle et la tante, quand j'étais en 5e, elle m'avait traitée de féministe. Donc, c'est que c'était très tôt pour le... Oui, et puis moi, j'ai toujours eu un rapport très... Enfin, cis, blanche, tranquille le chat, mais j'ai jamais eu de problème avec ma féminité, en fait. Ça a toujours été très, très évident, très fluide, très posé. D'ailleurs, vous le revendiquez dans le livre. Hein. Je ressors mes notes. Il y a cette phrase que j'avais trouvée très belle. C'est le mot femme. Je ne peux le déserter. Oui, c'est vrai que ça aurait... Parce qu'il y a eu une période où, pour réfléchir un peu sérieusement, on passe par la non-binarité, tout ça, mais c'est vrai que pour moi, corporellement, je suis tellement femme, et puis, il y a le perçu et traité comme tel, c'est-à-dire que j'ai toujours été assimilée aussi... La première chose avant la classe sociale, avant quoi que ce soit, c'est femme que je dégage. Et c'est comme femme que je suis maltraitée parce qu'on est souvent maltraité. C'est ce qui se présente au monde en premier, quoi. Oui. Ouais. Entre 0 et 20 ans, 25 ans plutôt, vous avez porté plusieurs noms. Oui. Finalement, le nom que vous portez aujourd'hui, c'est celui que vous vous êtes choisi. Oui. Il me semble que c'est un acte très féministe de se choisir son propre nom. Disons que c'est une façon de renaître à soi de façon autonome. Féministe, je sais pas, c'est un truc d'écrivain aussi. Hein, Ouais. Mais moi, ça va au-delà du pseudo. Enfin, il s'agissait vraiment de reconstruire une identité de toutes parts. Donc j'ai pris Vian et Artaud comme père. Hein. Et puis je me suis pas rendu compte que Delhomme, ça faisait de l'homme.
C'est vrai. Waouh, sacré C'est lapsus. une petite blague de Libé il y a X années où j'ai réalisé le truc. Mais c'était important que je sois nommée que je sois enfantée par des textes littéraires, en fait. Parce que c'est L'Arvellum d'Artaud et pour Chloé, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Et ça, c'était nécessaire d'être pas liée aux parents, enfin, d'être construite de zéro. Mm. Il y avait la volonté aussi de chasser le luxoricide, le Il drame y que avait vous la aviez. volonté de se dire que ce qui avait été le pire devenait une force, puisque je faisais c'est dans mes livres, et dès le premier, dans le premier, il y a une phrase, mais déjà c'était présent. Une question de, bon, j'étais beaucoup dans la némésis, hein, j'ai beaucoup avancé par revanche et par vengeance. Moi, ça fait que quelques années que c'est apaisé, et je crois qu'il y avait aussi un côté j'ai niqué papa. Je m'en suis sortie et je suis debout, mais je suis quelqu'un d'autre. Je suis pas dans l'héritage. J'ai rien à voir avec tout ça. Il y avait une volonté de se démarquer quand même de l'héritage familial. Ouais. Vous parlez de votre premier roman, donc les Mouflettes d'Atropos, que vous publiez à l'âge de 25 ans. J'ai adoré y croiser la figure de Valérie Solanas. C'est l'autrice de Scum Manifesto, un manifeste féministe radical qui se propose carrément d'exterminer le sexe masculin. D'ailleurs, Valérie Solanas a essayé de tuer Andy Warhol. J'ai découvert tout ça grâce à vous. J'ai un peu creusé à son sujet parce que vous la citez régulièrement. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de misandre. Vous l'avez un peu évoqué à l'instant, il fallait en passer par là. Ah oui, moi au début, mon rapport était vraiment dans la misandrie pure. Je crois que c'est très difficile de se construire autrement au début. C'est-à-dire que vu que mon père avait droit de vie et de mort sur ma mère, et puis bon, avant il y avait les coups, évidemment, avant d'en passer par l'arme à feu, il nous mettait sur la gueule régulièrement. Donc, vu que j'étais frappée aussi, le rapport au corps masculin, à la virilité, pour moi, c'était vraiment de l'agression, du danger, vraiment du danger. Ce qui fait que j'ai dû attendre d'avoir au moins 27 ans pour sortir avec un garçon qui n'était pas physiquement une petite crevette, pour éviter de me faire étrangler à main nue, quoi, en gros. Donc c'était... Et puis il y avait vraiment... Après, il y a eu l'expérience prostitutionnelle qui n'a rien arrangé non plus en ce sens. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai travaillé dans un bar. Maintenant, ça n'existe plus comme tel, mais... Donc du coup, j'avais des clients plutôt chics, hein, mais ça n'empêche qu'on est face à la pulsion sexuelle masculine et à tout ce qui va de pair. Du coup, j'avais beaucoup de mépris pour mes clients. Je crois que je les aimais pas tellement. Et surtout, j'avais un rapport à l'homme qui était très très négatif, vraiment super négatif. Mais c'est passé avec le temps, mais au début, c'était violent. Vous parlez de cette expérience de travailleuse du sexe, c'est d'ailleurs quelque chose que vous partagez avec Virginie Despentes. C'est marrant, il y a beaucoup de résonance entre Mes bien chères sœurs, donc votre dernier livre, et King Kong Theory, qu'elle a publié 4-5 ans après les Mouflettes d'Atropos. Et vous avez des approches similaires par rapport à la prostitution. Malgré ce traumatisme que vous avez vécu, vous êtes anti-abolitionniste. Oui, moi, alors évidemment, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pas mélanger une travailleuse du sexe freelance avec les étrangères à qui on enlève les passeports où là c'est de l'exploitation et c'est autre chose. Mais pour ce qui est du métier pour une femme qui est autonome et qui sait ce qu'elle fait, moi j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, enfin je considère que c'est un travail, une prestation de service en fait, comme une autre. En France c'est compliqué, chez les féministes ça l'est encore plus, mais encore une fois je fais la distinction entre l'esclavagisme sexuel et une travailleuse du sexe qui peut faire le choix de cet emploi-là. Moi, quand je l'ai fait, j'avais fait la caisse à Carrefour, j'avais fait vendeuse en boutique, j'avais fait un tas de petits boulots, et au bout d'un moment, je me suis dit non, mon travail alimentaire, il va pas me bouffer le cerveau. Mais après, c'est facile pour moi parce que j'habite très peu mon corps. Donc du coup, c'était pas douloureux du tout les passes avec les clients, puisque j'étais un peu comme dans Annie Hall à côté en train de commenter. Donc c'était pas c'est facile chez les psychotiques de faire ce travail. Ouais, mais c'est intéressant cette idée de sortir de votre corps que vous avez beaucoup exploré, notamment dans La femme avec personne dedans. Vous dites vraiment que pendant plusieurs années, vous étiez deux entités séparées. Enfin, vous dites souvent que vous êtes plusieurs à l'intérieur, mais que vous étiez vraiment à côté de votre... Oui, complètement à côté. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que je l'habite peu. Je pense que c'est un truc d'ancien enfant battu, en fait.
C'est-à-dire qu'on apprend toute petite, pour pas ressentir la douleur, à se barrer, à se carapater ailleurs. Et du coup, c'est un peu un mécanisme qui se mettait en place quand j'avais un client. Je me carapatais aussi. Du coup, j'attendais que ça passe. Et quelque part, ça vous a permis de devenir écrivaine? Bah oui, moi, j'ai financé tous mes 2 premiers livres avec ça, hein, c'est clair. Et puis, la fin de mes études aussi. Mais j'ai fait que ça que 3 ans. Après, j'avais fait le tour, parce qu'humainement, c'était une expérience hyper enrichissante. Enfin, je veux dire, je crache sur les clients là parce qu'on est dans une enfin, on parlait de ça, mais il y avait quand même des belles choses qui se sont passées. Puis surtout avec les filles, moi, j'étais super souvenir du bar où je bossais et du groupe de filles, on était assez solidaires. Une forme de sororité Ouais, il y déjà. avait une forme de sororité dans ce bar, c'est clair. Moi, je vois pas mal de points communs, notamment dans cette idée à la fois de sortir de son corps et aussi dans cette idée un peu de coven, de club de filles entre la prostituée et la sorcière, qui est une autre figure archétypale que vous avez beaucoup explorée. Je vous avoue, je vous ai vraiment découverte et aimée avec Les Sorcières de la République, qui est une dystopie que vous avez imaginée il y a 2 ans, donc où vous projetez dans la victoire à la présidentielle de 2017 d'un parti féministe radical dont les ficelles sont tirées par les déesses de l'Olympe. C'est vraiment un roman très fort que je recommande à tout le monde. Vous-même, vous êtes un peu sorcière, non? Moi, je pratique, oui. Je pratique, je tire l'oracle Béline, je fais un peu de pendule, 2-3 petites prières, et puis je nettoie les lieux. Voilà, c'est un héritage de la grand-mère maternelle. Et sinon, je suis devenue polythéiste, donc maintenant je m'occupe des déesses de l'Olympe. Donc oui, je suis une forme de sorcière. Après, vu que je suis nullipare, on peut considérer que j'accumule les facteurs. Quel lien vous faites entre le fait de ne pas avoir d'enfant et la C'est-à-dire sorcière? que souvent on dit que les sorcières sont souvent nullipares. Ça fait partie un peu des cases à cocher. Après, je connais plein de sorcières pratiquantes qui ont des enfants, donc c'est plus sur papier cette histoire. Ouais, c'est plus le fait d'être hors de la société, de pas être Exactement. marié, de pas être lié. Alors le pas marié, moi c'est foutu. Je me suis mariée 2 fois et à part maintenant, mais j'ai tendance à être quand même souvent en couple. Ouais, Donc c'est très puissant ce que vous dites sur la solitude, le fait d'avoir choisi le célibat mais d'en souffrir quand même. Oui, et puis je découvre, c'est récent, ça fait 6 mois que j'expérimente le célibat. Jusqu'à présent, depuis mes 15 ans, j'allais d'homme en homme ou d'homme en femme, et du coup, j'avais pas. Cet été, quand j'ai écrit Mes bien chères sœurs, j'étais confrontée à une forme de solitude très abrupte, très, très inédite. Et maintenant, je, je l'habite et j'arrive à la trouver super et à préférer ça même à autre chose. Mais cet été, quand j'ai écrit le livre, puis c'était le mois d'août, alors il n'y avait personne en plus. Vous l'avez écrit dans quel contexte? Je l'ai écrit. Alors, j'ai fait une résidence chez Violette & Co, la librairie rue de Charonne, et je faisais des ateliers d'écriture au Palais de la Femme en même temps, juste à côté. C'est comme ça que c'était né. C'était un projet qui s'appelait Liberté, Parité, Sororité. Et puis, je l'ai fini. J'ai essayé de faire une pièce de théâtre. J'ai pas du tout réussi. Et puis, finalement, cet été, je me suis retrouvée avec le matériel pour faire le livre, et je me suis dit qu'il fallait faire une forme entre le manifeste, l'essai, où j'en savais trop rien, mais d'ailleurs c'est une forme hybride, hein, mais ça s'est fait en 2 mois, un peu studieuse, un peu austère. Mais ça a jailli quand même. Ça a jailli, c'était tous les jours. Oui, enfin, il est court, mais en même temps, 2 mois, c'est très court aussi. C'est sorti d'un coup, ouais. Mm. Alors que les sorcières, j'avais mis 4 ans, donc Oui. ça dépend vraiment des objets. Tout à fait. Ouais. Après, Les Sorcières, c'était aussi un exercice qui était un peu plus éloigné de ce que vous aviez fait avant. C'était plus de l'autofiction. Oui, Les Sorcières, j'étais pas dedans. Il y a énormément de personnages. C'est une dystopie. Enfin, c'était un gros travail par rapport à d'habitude. J'allais dans des contrées inédites. Mais dans Les Sorcières, il y a un grand pessimisme. En fait, c'est un petit peu tout l'inverse de Mes bien chères sœurs, parce que dans Les Sorcières de la République, ça finit super mal. Ça finit super mal. En fait, Les Sorcières, là où je pense que du coup, il faut presque Mes bien chères sœurs en face pour le comprendre bien, c'est que c'est une thèse en creux. C'est pour ça aussi que du coup, j'ai pas toujours été super bien comprise. La thèse est en creux, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas de sororité que tout foire.
Mais tout foire vraiment magistralement, pour Ouais, le ouais, c'est coup. une catastrophe. Vraiment sanglante, et c'est ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que sans sororité, on peut aller que vers un plafond de verre encore plus épais et vers une violence, générale, quoi. Mmh. D'où l'urgence de faire preuve de sororité. Donc c'était un peu un raisonnement, par l'absurde, Oui, tout à fait, tout à fait. Vous parlez, des ateliers d'écriture et bien souvent, enfin voilà, ça c'est le cas de Mes bien chères sœurs, le fait de vous réunir avec d'autres femmes, de réfléchir à comment se mettre en mots, comment écrire sa propre fiction, ça fait naître, vos livres. Hem, Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi de rituel dans cet atelier d'écriture? Un rituel qui peut aussi être un rituel même militant quand on pense aux groupes de parole qui permettent aux paroles de femmes d'émerger et puis de faire système? Ça recoupe. En plus, ce qui était chouette, c'est qu'on n'avait pas officiellement dit que ça devait être non mixte parce que fallait pas pousser mamie, mais ça s'est avéré être relativement Ça, c'est non un grand mixte. Alors, classique, j'avais 2 hein. queers grand maximum par session, et ça crée effectivement quelque chose d'assez similaire au groupe de parole, une circulation, une bienveillance, une écoute. On ose aussi beaucoup plus, et des choses très intimes peuvent jaillir dans des conditions, optimales, on va dire, oui. Ouais. Vous dites l'intime est politique. Vous le dites plusieurs fois dans ce livre. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a l'obligation de livrer son intime en tant que femme et en tant que féministe? En tant que femme et en tant que féministe, je sais pas, mais en tant qu'écrivain, on est obligé, sinon ça avance pas. Je pense qu'on peut pas s'en défaire, en tant que femme et en tant que féministe non plus, ouais. C'est un moteur, et aussi parce qu'il faut être, alors pas dans l'exemplarité, mais disons que c'est bien d'avoir, une cohérence et qu'on la montre. Ça donne l'exemple un peu pour les petites qui viennent, de montrer qu'on fait un tout et que ce tout, il est mené, droit et envers et contre tout, et ça donne de l'espoir et de la force aux autres Mais aussi. c'est difficile aussi de révéler ses blessures, ses traumatismes. Je suis toujours déroutée par la façon, par exemple, dont vous évoquez vos tentatives de suicide au détour d'une phrase, d'une façon très nonchalante, comme si vous Bah oui, mais disiez que j'en vous ai fait aviez... 13. Alors, au bout d'un moment, ça devient grotesque. Enfin, je veux dire, même la médecin, quand elle m'avait récupérée à Sainte-Anne, à un moment donné, elle m'en avait fait, enfin, elle en avait ri, elle m'avait fait rire dessus. C'est qu'au bout de 13, ça devient grotesque. Et donc, du coup, non, puis c'est la politesse du désespoir, l'humour noir aussi. Donc, Ouais. on essaye de rester poli. Mm. Euh, Et enfin, en tout cas, moi, j'y vois aussi de la magie. J'y vois encore une fois une forme de rituel de sorcellerie quand vous dites, quand vous écrivez, et vous l'avez écrit souvent. Je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction. Je maîtrise le récit dans lequel j'évolue. C'est mon mode de contrôle sur ma vie. Ça me fait penser à ce que j'ai pu entendre dire de la part de sorcières qui disent que finalement, formuler une formule magique, faire un rituel, c'est contrôler sa vie aussi. Oui, tout à fait. Mais ça, je suis hyper d'accord. C'est une question de maîtrise, de repossession de soi, et aussi un côté un peu performatif, dire c'est faire. Donc j'ai fait beaucoup de mes premiers livres où il y avait tout le temps, à un moment donné, je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, parce que j'avais besoin de ce mantra pour le faire advenir, en fait. Et maintenant, il y a un petit peu moins besoin, et puis c'était pour me persuader que ça avait marché aussi, Ouais. parce que j'en étais pas si sûre. Ouais. Vous parlez de ce côté performatif, vous le poussez très loin dans un roman qui s'appelle Dans ma maison sous terre. En fait, l'objectif du roman, c'est de tuer votre grand-mère. Oui, mais qu'il l'a bien mérité, entendons-nous bien. Est-ce que vous voulez bien peut-être nous rappeler le contexte d'écriture de ce livre Ma grand-mère, à qui je ne parlais plus parce que ce n'était pas une très très gentille personne, m'a fait dire par le biais d'une cousine que mon père n'était pas mon père. Ce qui a provoqué un effondrement absolu chez moi, parce que je m'étais construite comme la fille d'un assassin, et d'un seul coup, j'étais la fille de personne. Et puis donc du coup, ça a donné lieu... j'en ai fait un livre parce qu'il fallait un petit peu exorciser tout ça. Et ce livre, Dans ma maison sous terre, le but du jeu, effectivement, était de tuer mamie Suzanne par le biais de la littérature et la force de la littérature. Christine Angot arrive à traumatiser les gens qui se tapent des triples pontages ou des trucs comme ça. Alors je me suis dit, la littérature est une affaire de magie noire, pourquoi pas moi ? Et puis en fait, il s'est avéré que mon père était bien mon père et qu'elle avait inventé tout ça pour que je lui reparle. Mais ça je l'ai su un an après. J'ai eu le temps de
macérer dans ma névrose pendant ce temps. Et le livre est une tentative d'assassinat, oui, 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 qui a pas super bien marché. Elle est morte un an après et d'autres choses. Ouais, Quand même. mais je pense qu'elle est morte de vieillesse, en fait, et pas de... Non, elle s'est tapé une bonne flippe en recevant le livre. Je pense que ça a été un vrai... Enfin, j'ai obtenu ce que je voulais dans le choc, mais c'était vraiment une méchante personne. Enfin, moi, je considère pas que la littérature a tous les droits, puisqu'on parlait d'Angot je parlais d'Angot il y a 2 secondes. Elle pense ça. Moi, j'ai tendance à attaquer quand on m'a attaqué la première. Là, par contre, quand on a attaqué en premier, il y a pas de quartier. Mais il faut, pour que j'utilise l'écriture, qu'on m'ait attaqué en premier. Mais de façon générale, d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans cette réflexion, c'est l'importance du langage et des mots. Ça, vous y revenez longuement dans Mes bien chères sœurs. C'est un combat qu'on a en commun pour la féminisation des mots. Enfin, c'est très puissant quand vous expliquez qu'en fait, le langage masculinisé, c'est un des outils de domination les plus puissants du patriarcat. Comment on fait changer ça ? Comment on s'en saisit si on n'est pas écrivaine ? C'est compliqué, mais je pense que c'est faisable. On peut trouver des tournures épicènes. On peut essayer de féminiser au maximum. Après, moi, je pense que c'est aussi en employant des mots précis plus que sur la grammaire, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc c'est pour ça que je tiens autant à l'appellation de sororité, à l'appellation d'uxoricide, à appeler un chat un chat. Et je pense que la féminisation, elle se passe aussi sur le... Moi, j'ai tendance aussi à... Alors, je fais une blague pour désamorcer et prévenir, mais quand j'ai une assemblée et qu'effectivement j'ai 2 queers ou 3 garçons dedans, je donne le féminin comme étant majoritaire, en fait. Et je précise que là, la grande majorité étant féminine, le féminin va l'emporter durant 7 heures de conférence ou de je sais pas quoi sur le masculin, du coup. Je fais ça aussi parfois, j'aime bien. Bah Quand il y a oui. un seul mec, je dis moi désolée, mais bon, Mais là, oui. soyons cohérents, quoi. Exactement. Et ça se passe bien, ça fait du bien, et je pense que petit à petit, on pourra... Parce que c'est l'usage qui donne aussi les formes finales, et avec l'usage, peut-être qu'on y arrivera. Après tout, l'Académie, il y a quoi ? Il y a 3 semaines, a enfin cédé sur Autrice. On C'est attendait ça incroyable. depuis tellement longtemps. Donc, je me dis que si l'Académie cède sur Autrice, peut-être que l'usage peut céder sur d'autres choses. Mais c'est vraiment important. Moi, je me rappelle les premières fois que j'étais sensibilisée à cette histoire de féminisation. On m'a donné un exemple et ça m'a semblé limpide. Quand on demande à quelqu'un, cite-moi 3 auteurs français, on peut être sûr qu'il y a vraiment 90% de chances pour qu'il donne 3 noms d'hommes. Ouais. Alors que si on dit cite-moi 3 auteurs ou autrices françaises, bah là, il y a des Chloé Delhomme qui vont sortir, des noms de femmes. C'est vraiment la puissance du mot sur le cerveau et sur la restitution c'est très du monde, important, quoi. vraiment, et je pense que c'est... Mais ça, c'est comme ce qu'on disait au début de l'entretien, je pense que ça va s'arranger. On est dans une période charnière, une période historique, et c'est assez agréable de se dire qu'on assiste à l'avènement de quelque chose. Parce qu'on m'aurait dit pour autrice à l'Académie, on a tellement... Enfin, moi, je me faisais reprendre tout le temps. Ouais. Et j'étais à chaque fois obligée d'expliquer, mais enfin, ça vient du XVIIe, c'est pas une invention, c'est pas un barbarisme ni un archaïsme. Enfin, et on me disait des choses absurdes, ça fait autruche, comme le auteur avec un E, à dire, oh oui, ça fait moche, ça fait auteur E. Ben, t'es pas obligé de prononcer le E. Enfin, bon, je sais pas. Ouais, ou dans écrivaine, il y a Il y a veine. veine, oui, enfin, on nous sort toutes les conneries possibles pour atomiser, tout avancer. Mais là, l'avancée se fait malgré tout, donc c'est plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on fait des femmes alors, sur le plateau de la grande librairie l'autre jour, vous expliquiez ça et à vos côtés il y avait une femme qui a dit moi j'aime pas, je préfère qu'on m'appelle auteur au masculin. Bah, grand bien lui fasse. Enfin, j'ai tendance à pas faire de prosélytisme, moi, parce que ça, enfin, sur les hommes, ça, si, mais sur les femmes, je suis trop, actuellement, en tout cas, dans une espèce d'application sororale systématique. Et insister lourdement est contre-productif. Donc je glisse juste que le autrice est historique et que si on veut être cohérent avec la langue française, c'est quand même mieux de l'utiliser. Mais j'essaye de pas mettre les personnes en porte-à-faux parce que c'est contre-productif. Après, on passe pour des hystériques militantes, et ça passe pas, quoi. Bon, elle y viendra doucement par elle-même, c'est ça. Oui.
J'ai déjà cité cette phrase, mais je voulais qu'on y revienne. Vous dites le mot femme, je ne peux le déserter. Vous riez même de vous-même au détour de certaines phrases du livre en disant qu'en fait, vous traitez d'essentialiste si vous parlez trop de vos douleurs de règles ou de votre utérus. Est-ce que vous croyez en une écriture féminine un peu à la façon d'Antoinette Fouque Oui, moi j'y crois. Alors c'est pareil, c'est pas toujours super bien vu, mais je serais de mauvaise foi si je l'assumais pas. Et j'irais même jusqu'à dire que on reconnaît souvent une écriture féminine. Après il y a des femmes qui font. Enfin, je pense par exemple au travail de Lydie Salver, qui prend souvent des personnages masculins et où on ne voit pas. Enfin, je pense on prend des lignes de Salver hors contexte, on reconnaît que c'est Salver, soit, mais Salver a pas une écriture foncièrement féminine. Par exemple, moi je pense que si. Déjà par les propos qui sont tenus, c'est difficile de. Et puis, je pense que j'ai un rapport assez organique au langage. Et donc, du coup, oui, c'est dangereux. Hein, ça peut faire essentialiste, tout ça, c'est très dangereux. Mais je serais de mauvaise foi si je l'assumais pas. Donc, oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que cette espèce de petit essentialisme qui peut poindre en vous, vous vous sentez enfin autorisé à l'exprimer. C'est un peu ce que dans la 4e vague vous entendez, c'est-à-dire qu'il y a eu une 3e vague très intersectionnelle, très militante, très théorique, très universitaire même, où il fallait absolument tout déconstruire, rejeter toute binarité, et que là maintenant vous vous sentez à nouveau autorisé à vous exprimer. Oui, c'est vrai qu'il a fallu ça pour me dire que j'avais le droit à la parole, alors qu'effectivement, j'appartiens pas à une minorité et j'ai pas vécu un trauma de viol ou même je suis même jamais fait avorter, donc j'ai pas d'expérience à mettre sur le devant de la table qui justifierait. J'ai eu du mal à prendre la parole avec mes bien chères sœurs hein, à cause de ça, parce que je me sentais pas dans les minorités oppressées. Et depuis MeToo, maintenant, la majorité oppressée rappelle qu'elle l'est et que cela suffit. Et du coup, je me sens bien à ma place. Ouais. Moi, ça m'a fait un bien fou, ce truc de MeToo. Hein. Je me suis sentie enfin en phase avec mon époque et en phase avec les copines et avec une légitimité, en fait. C'était ça. Mais c'est étonnant parce que vous prenez la parole en vous revendiquant d'être Madame Tout-le-Monde, alors que vous êtes quand même une autrice extrêmement reconnue, respectée, vous avez écrit 30 bouquins, vous êtes féministe depuis toujours, et c'est comme si vous vous sentiez pas autorisée jusqu'à maintenant. Enfin, c'est pas en tant qu'autrice ou qu'intellectuelle que vous venez parler dans Mes bien chères sœurs, mais Non, vraiment en tant que femme. en tant quoi. que femme, oui, mais je crois que le fait d'être autrice, ça joue pas dans le quotidien du rapport à ce que d'être perçue et traitée comme femme, autrice ou pas autrice, ça change rien. Moi, j'étais renvoyée à mon corps et même si mon corps d'assignation va très bien, c'était un corps de petite choupette un peu miam-miam. Enfin, je veux dire, c'est J'écris maintenant depuis chez les Bonasses. les ex-bonasses. Les ex-bonasses, Ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que du coup, j'avais droit au relou, j'avais droit à tout ça. Et ça, autrice ou pas, ça change rien du tout. Il n'y a pas de respect de l'autrice. Et puis d'abord, il n'y a pas l'étiquette obligatoirement quand je me balade dans la rue non plus. Quoi. Ouais. Mais maintenant que j'ai pris cher et tout ça a bien changé. Mais j'étais vraiment dans l'archétype de la fille-fille, avec tout ce qu'on peut, enfin tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant que vous disiez qu'en tant qu'autrice, on vous a pas manqué de respect, parce que c'est vraiment une impression que j'ai. Moi, j'adore, en tant que journaliste, observer la misogynie sectionnée dans les médias. Je regarde très souvent des anciennes interviews ou interviews télé ou radio de mes invités. Et je suis horrifiée par la façon dont on leur parle, par les allusions sexuelles qu'elles se prennent, par les descriptions de leur physique qui précèdent les descriptions de leur travail. Eh ben, pas vous. Mais non, mais parce que je crois qu'à cause de l'uxoricide, justement, le fait d'avoir déboulé avec parce que mon premier livre, les mouflettes d'Atropos, c'était une petite maison de poésie, il avait pas, je suis rentrée en littérature avec le Cri du Sablier. Ouais. Et je crois Qui a reçu un prix d'ailleurs. Qui avait eu le prix Décembre, et je crois que du coup, il y avait un côté, on va pas parler un peu mal à une ex-enfant battue dont le père a tué la mère. Enfin, je crois que j'ai dû bénéficier d'un truc comme ça, à mon avis, parce qu'effectivement, dans le milieu, on m'a jamais manqué de respect. Mais c'est fou, hein, vraiment. Alors que vraiment, je dégage pas un truc d'autorité naturelle, mais ils osaient pas. Après, il y avait peut-être aussi le fait que je suis un petit peu plus adoucie sur la question, mais j'étais longtemps une grosse ayatollah en termes de lecture.
j'aimais rien, la littérature avec un grand L qu'il fallait défendre à tout prix. Enfin, j'étais un peu la fada avec son cheval de bataille, donc peut-être aussi que il n'y avait pas d'aspérité pour m'attaquer là-dessus, quoi. Il y avait suffisamment à faire avec l'image de Foldingote pour pas attaquer sur des trucs de féminité, quoi, ou de féminitude. Vous êtes spécialiste des médias en plus, hein. Vous les avez beaucoup écrits, vous avez même eu une chronique J'ai eu une dans chronique l'émission. pendant un temps dans l'émission Arrêt sur Image, ouais. Ouais. Et ces médias, vous connaissez quand même le sexisme et la misogynie qui peuvent... Alors moi, quand j'ai travaillé, c'était dans l'émission Arrêt sur Image, donc j'avais affaire qu'à Daniel Schneiderman et à l'équipe, donc on n'est pas chez la Ligue du LOL là-dedans, donc j'étais tranquille. Après, c'est plus en observatrice, oui, en observatrice qu'effectivement c'est épouvantable, mais je trouve ça super ce qui est en train de se lever là, qu'on soit en train de découvrir à quel point toutes les rédactions, une grande majorité des rédactions est vraiment empreinte d'un sexisme violent, qui rabaisse les femmes, qui les dévalorise, et qui font qu'elles sont pas égales aux hommes dans leur métier. Mais ça, c'est bien que ce soit libéré et nettoyé et en cours de réparation. Ouais. Alors, sans transition, dans l'un des chapitres de Mes bien chères sœurs, vous évoquez votre statut de nullipare. Oui. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Chloé Delhomme ? Il n'est pas très habité non plus. Hein. En fait, moi, j'ai une phobie réelle de tout ce qui est organe interne. C'est un peu le rêve du corps sans organe d'Artaud. Donc, du coup, je visualise pas trop, j'utilise pas de moon cup ou de trucs où il faut trop trifouiller. Je suis pas trop fan. Non, moi, j'ai plutôt, et là, j'ai un bijou que Yann Larue a fait, j'ai la déesse Clito. Waouh, il est Voilà. magnifique. Ça, c'est plus, parce qu'on est dans l'externe, interne, effectivement, sur la puissance musculaire, mais on est dans de l'externe. J'ai beaucoup de mal avec les organes, ouais. Plus clito qu'utérus, quoi. Oui, clairement. Clairement. Est-ce que vous êtes d'accord pour lire un passage de Mes oui, bien bien chères sûr. sœurs ? Super. Je vous écoute. La force de la 4e vague, c'est la sororité. Mais comment conserver ce lien dans le réel ? Comment l'activer ? La 4e révolution industrielle rend les hommes et les femmes égaux face au chômage. Pour autant, ce sont toujours les femmes qui sont les plus précaires. Les rapports et les liens entre femmes sont conditionnés par le patriarcat, mais aussi par leurs propres réflexes, car la rivalité semble être du matrimoine le seul élément visible. La mamatronne existe autant que le papatron, et le plafond de verre s'est maintenu jusqu'ici grâce à elle, mamatronne et ogresse, satisfaite de la vue. La sororité est le mot-clé, la fin des rapports verticaux. Se penser sœur modifie tout. Pour cela, changer l'angle d'approche sans redouter les regards portés sur nos assauts. Des sorcières et des meutes, bien sûr, pour non légion. Par la sororité, rien ne sera épargné, car les femmes vivent partout, résolues et nombreuses, dangereuses puisqu'unies. La devise de la République n'est plus appliquée dans ce pays. Les femmes n'ont jamais vraiment été libres, l'égalité est morte et la fraternité n'a de sens que dans les livres. L'État ne fait plus son devoir et le gouvernement engage les citoyens à devenir de leur vie les auto-entrepreneurs. Aucune mesure concrète réellement applicable, extrêmement peu de crédit, énormément de com. L'écart salarial persiste, une femme sur 10 se fait violer. Maintenant tout le monde est au courant, néanmoins question, que se passe-t-il ? Libérer, invoquer, canaliser, afficher, exposer, exhiber la parole des femmes dans l'espace public permet de masquer l'absence d'action. Après l'âge d'or du dire c'est faire, voici celui d'en parler c'est agir. Alors en parler cela suffit. En parler tout de suite ça va mieux. En parler résout le problème, c'est magique et économique, ça résonne dans l'espace, c'est le cerveau du public. À force de paroles, on croit que l'on guérit. J'écris. Ce qui signifie que pour moi, chaque mot est un pouvoir. Les mots, pas les discours. S'emparer, appliquer des mots au quotidien. La sororité est le mot-clé, les citoyennes s'engagent et si la loi ne peut rien, peut-être que les techniques alternatives s'imposent. Il y va du renoncement du syndrome de la Schtroumpfette et du deuil d'un certain esprit de gaudriole. Inventer le monde qui vient, longtemps après que les ports ont disparu. Observer les remous de la 4e vague, repérer les bastions, rêver les tsunamis. Liberté, parité, sororité peut-être,
Une République française où la langue officielle ne serait plus prisonnière d'un gang de couillidés. Une société française où, par les femmes, le temps d'une vague, le patriarcat serait aboli et les règles du jeu repensées. C'était super. Savonné comme une... Y a pas de souci. Merci beaucoup. J'ai choisi ce passage parce que il y a la notion de sororité qui est très présente. Quand on voit à quel point les féministes se déchirent, quand on voit à quel point, quand vous sortez un livre qui parle de sororité, il y a des féministes qui vont exhumer des interviews de vous pour reprendre des propos que vous auriez tenus en 2012 qui sont pas très sororaux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut y arriver à réconcilier tout ce monde-là? Je pense qu'on peut y arriver, mais il faut qu'il y ait une espèce d'éthique de vie. C'est comme un souci de soi. Enfin, il faut obligatoirement changer le regard. C'est quelque chose d'actif. Et on peut y arriver, on peut convaincre l'autre, mais c'est un travail de fourmi. Vraiment un travail de fourmi. Ça m'arrive là, comme je fais la tournée des Grands-Ducs pour la promo, je m'en rends bien compte, on me tend des pièges. Mais être sororal avec Marine Le Pen, ça veut dire quoi? Enfin voilà, des choses où je vois bien qu'on me tend, on me tend le bateau. Enfin en même temps, c'est de bonne guerre aussi, parce que c'est très utopique, c'est très optimiste. Et en fait, avec ce livre, je découvre ce que c'est que la difficulté d'être optimiste. C'est très très dur, en fait. Ouais, bah oui. Surtout en France, où on aime quand même mieux quand quand l'apocalypse est touillé Ouais. jusqu'à la lie. Mais je pense que oui, pour la bonne et simple raison que moi, j'étais pas du tout sororale avant et que je le suis devenue en faisant des efforts. Donc, si j'ai réussi alors que je partais de très loin, j'avais un syndrome de la Schtroumpfette ancré et chevillé au corps. J'avais beaucoup de mal avec les autres. Mais en fait, le truc fondamental, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a peur et que c'est pour ça que ça se passe mal. La femme est tellement fragile en sa place que du coup, quand elle voit la copine débouler, elle est terrifiée à l'idée d'être évidée, d'être virée, qu'on la remplace, en fait. À partir du moment où on n'est plus sûr en sa place et qu'on applique le pacte de neutralité, le pacte de bienveillance d'entrée de jeu, ça marche. Après, moi, ça m'arrivait plein de fois d'avoir affaire à des femmes qui étaient, enfin, dans le cadre de trucs de travail un peu, pas dans la vraie vie, qui étaient donc du coup un peu sur la défensive, un peu en agressivité. Et ça se désamorce avec une blague, 3 sourires. Et quand elles comprennent qu'en face, il n'y aura pas de ping-pong, que de toute façon, moi, je sortirai pas les crocs, donc ça sert à rien. En même temps, elles ont quand même la décence de pas me dévorer toute crue. Du coup, on s'en sort. Ouais. Mais il faut faire un effort. Hein. C'est pas fluide au début, c'est pas évident. Je dis pas le contraire. C'est un boulot. Mais c'est pas le christianisme non plus. Hein. Je veux dire, on tend pas la joue. Si le scud il arrive, on répond aussi au bout d'un moment, tant pis. Mais Et il par faut contre, essayer. on essaie de pas dire connasse. J'ai On adoré ce essaye de moment. pas dire connasse. Ouais. On essaye vraiment de plus dire connasse. Je crois que c'est important, un peu comme les homos qui se battent pour qu'on dise plus enculé comme une insulte. Je pense que connasse, c'est pareil, il faut vraiment faire attention. Il y a autre chose qui ressort de ce passage, et ça m'étonne pas que vous ayez été aussi inspiré par MeToo, parce qu'en fait, on comprend que MeToo, c'est de l'autofiction. C'est ce que vous avez toujours fait en réalité. Oui, c'est ça, c'est une mise... c'est... Je vais avoir du mal avec celle-là. Attends, comment je peux tourner le truc? C'est la parole qui se libère, mais sans le corps. Donc, on est dans un rapport qui, moi, me parle. Après, autofiction, je sais pas. Autofiction comme sur Facebook, les gens font de l'autofiction. Moi, ce qui m'a troublé le plus avec MeToo, c'est ce rapport de décorporalisé. C'est-à-dire que quand les femmes témoignent, la parole est toute puissante et elle est crue a priori. Alors que quand une femme dit j'ai été victime d'harcèlement, de violence, même de viol, il y a un regard posé de l'ordre du jugement sur qui va de pair avec le ne l'a-t-elle pas bien cherché, comment est-elle habillée, comment se tient-elle, qu'est-ce qu'elle dégage.
avec Internet, là, on s'est retrouvé avec MeToo à avoir une adhésion, une croyance dans la parole, un soutien indéfectible qui a surgi comme ça, sans passer par cette corporalité-là. Et ça m'a semblé nouveau. Et aussi, ça alimente cette idée de sororité, parce que ça va de pair. C'est un mouvement quand même qui est sororal, qui est réel. Je l'invente pas dans mon grand optimisme. Ouais. Bah, c'est vrai que dans MeToo, il y a moi, quoi. Il y a je. Ouais. Et la force des témoignages, effectivement, c'est que à chaque femme qui a témoigné, une autre femme derrière est venue dire bah moi aussi. Moi aussi. Et ça a été une sorte de longue chaîne comme ça, presque, et qui est encore infinie. Et je trouve ça assez flippant de se dire que finalement, bah oui, parce qu'on a toutes été victimes de violences d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que cette chaîne est infinie. Et d'un autre côté, c'est vraiment la force de cette 4e vague, c'est que la déferlante, elle est sans fond et elle va continuer jusqu'à ce que la plage soit un peu nettoyée, quoi. En tout cas, merci, parce que j'ai beau avoir été au cœur de la matrice quand tout ceci est arrivé, en étant moi-même en première ligne, moi-même journaliste, moi-même féministe. C'est vraiment en vous lisant que j'ai réussi à prendre un pas de recul et à voir les choses d'une façon plus limpide, à comprendre tout ça. Donc vraiment... Ah bah tant mieux si ça a été utile. Ouais, vraiment, il est super puissant, ce texte. Chloé Delhomme, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Alors j'ai accès à ma chambre à moi. Je n'ai plus qu'une chambre à moi d'ailleurs maintenant. Comment ça se fait ? Bah parce que j'ai déménagé et que maintenant je suis dans une petite surface. Et du coup, j'ai redécouvert Virginia Woolf, en fait, vraiment. Le principe d'avoir un espace clos à soi tout seul, c'est un peu nécessaire, ouais. Vous y créez mieux ? Je crois que je travaille mieux depuis que je suis toute seule. J'aurais pas pensé, parce que la conjugalité, je l'avais vraiment chevillée au corps, mais j'ai l'impression que... En tout cas, une phase s'ouvre là où seul il se crée des choses, il se passe des choses et où je travaille beaucoup plus. Mais j'ai beaucoup plus de temps, j'ai moins de charge mentale aussi de pas être en couple. Et du coup, je peux me consacrer vraiment au boulot. Mais j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis seule, c'est sûr. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Bah moi, la poudre, en tant qu'ancienne cocaïnomane, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, c'est ça aussi. Bah oui, bah moi, ça m'a évoqué ça. Voilà. Merci beaucoup, Chloé Merci Delhomme. à vous. Merci à Chloé Delhomme d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Charles de Cilia. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à La Poudre.